On a tous déjà entendu cette petite phrase, n'est-ce pas? Ah, si seulement le public fonctionnait comme le privé, tout serait tellement plus simple. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer cette idée. On va voir que, même si elle est séduisante, elle est en réalité un véritable piège. Cette phrase, elle est partout. C'est presque un réflexe, une sorte de bon sens populaire dès qu'on aborde la commande publique. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que cette idée, elle est à la fois vraie et en même temps, elle est dangereuse. On va voir ensemble pourquoi la commande publique n'est pas et ne pourra jamais être un simple copier-coller de l'achat privé. Et surtout, on va voir pourquoi cette confusion peut avoir des conséquences lourdes, juridiques, opérationnelles et parfois même politiques. Alors pour bien comprendre le problème, commençons par le début. Plongeons-nous un instant dans le monde de l'achat privé. Qu'est-ce qui le rend si attractif? Pourquoi a-t-il cette image d'efficacité? Dans le privé, c'est simple. Acheter, c'est un acte de liberté. Une entreprise, elle peut choisir son fournisseur, n'importe lequel. Elle peut négocier comme elle l'entend, changer d'avis en cours de route et même rompre une relation commerciale du jour au lendemain. Bref, la décision est interne, elle est rapide et surtout, elle n'a pas à être justifiée publiquement. Simple, rapide, efficace, ça a l'air idéal, n'est-ce pas? Sauf que tout ce beau modèle repose sur une seule et unique condition. Un détail, mais un détail qui change absolument tout. L'argent que l'on dépense et de l'argent privé. Alors, que se passe-t-il quand on bascule dans l'achat public? Eh bien, les règles du jeu changent du tout au tout. On ne parle plus seulement de liberté, non, le mot-clé devient responsabilité. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. L'acheteur public n'est pas propriétaire de l'argent qu'il dépense. Il agit en fait comme un mandataire au nom de la collectivité. Ce n'est donc pas sa décision personnelle, c'est l'exécution d'une décision qui est, par nature, collective. Et cette nature collective s'impose 3 contraintes fondamentales. Des contraintes qui, bien sûr, n'existent pas dans le privé. Chaque décision doit pouvoir être premièrement expliquée, c'est-à-dire justifiée. Deuxièmement, contrôlée, que ce soit par un juge ou un auditeur. Et troisièmement, contestée, par exemple par un concurrent qui s'estime lésé. Et attention, il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas de la bureaucratie pour le plaisir de la bureaucratie. Pas du tout. Là où le privé fonctionne sur la confiance et l'efficacité immédiate, le public, lui, exige la justification et la traçabilité. C'est tout simplement une exigence démocratique. Pour aller encore plus loin, on peut identifier 3 différences structurelles. 3 piliers qui font que ces deux mondes sont et resteront toujours complètement distincts. Première différence, la plus évidente peut-être, la nature de la décision. Dans le privé, la décision est solitaire, elle n'engage que celui qui paye, point final. Dans le public, c'est tout l'inverse, elle est toujours collective. L'acheteur, même s'il est seul à signer le document, engage en réalité toute une institution derrière lui. Deuxième différence fondamentale, la concurrence. Dans le privé, la concurrence, c'est un outil stratégique pour obtenir le meilleur prix. C'est utile, mais ce n'est pas obligatoire. Dans le public, la concurrence n'est pas un outil, c'est une obligation légale. Son but n'est pas juste le prix, c'est de garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats. On ne choisit pas le meilleur à l'intuition, on choisit celui qui répond le mieux à des règles du jeu claires et annoncées à l'avance. Et enfin, troisième différence, la nature du risque. Dans le privé, le risque est avant tout économique. On fait un mauvais achat, on perd de l'argent. Ça s'arrête là. Dans le public, le risque est d'une toute autre nature. Il est juridique, il est politique et il est médiatique. Une décision d'achat peut être remise en cause des années plus tard, avec des conséquences bien plus graves qu'une simple perte financière. Alors maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui se passe quand on ignore ces différences? Quand on essaye, malgré tout, de faire comme dans le privé? C'est précisément là que les vrais problèmes commencent. Concrètement, dans la vraie vie, ça donne quoi? Quelles sont les erreurs qui découlent de cette confusion? Celles qu'on observe sur le terrain tous les jours? Eh bien, c'est là qu'on tombe dans le panneau. En pensant comme dans le privé, on va par exemple surnégocier en dehors du cadre qui a été fixé. On va vouloir adapter ses besoins en cours de route, alors que ce n'est plus possible. On va modifier des termes sans mesurer l'impact sur la concurrence. Bref, des erreurs de raisonnement qui peuvent coûter très très cher au final. Et il faut bien insister sur un point, le plus souvent, ce ne sont pas des erreurs dues à une mauvaise intention. Pas du tout. C'est simplement le résultat d'un mauvais raisonnement au départ. C'est l'application d'un modèle mental qui est tout simplement inadapté au contexte public. Donc pour conclure, l'idée à retenir n'est pas que l'achat public est plus compliqué que l'achat privé. Non, le bon mot, c'est plus exigeant. Il demande une rigueur et une traçabilité qui sont tout simplement la contrepartie normale et saine de l'utilisation de l'argent de tous. Voilà, maintenant que ces bases sont bien posées, dans notre prochaine analyse, nous verrons comment les grands principes de la commande publique doivent être compris et utilisés comme des outils concrets.